James Carter avait déjà travaillé avec des espèces extraterrestres avant de serrer la main des diplomates à multiples membres des Vexi, débattu d'éthique avec les Corans sensibles aux émotions et même été ivre de manière désastreuse avec les Norans respirant du méthane, mais rien ne l'avait vraiment préparé à dire qu'elle était Odé la première fois qu'ils se rencontraient. Elle se tenait simplement là, le fixant avec des yeux argent-noir imperturbables qui reflétaient trop de lumière. Elle ne l'a pas salué, n'a pas tendu la main, n'a même pas cligné des yeux, juste observé. Sa peau bleu pâle scintillait sous l'éclat stérile des phares de recherche, une légère bioluminescence pulsant le long des contours de son visage trahissant une émotion inconnue. Bonjour, dit James d'une voix hésitante, en déplaçant sa tablette sous son bras. Dr James Carter, xénobiologiste. Je suppose que nous sommes désormais partenaires de laboratoire. Son regard se posa brièvement sur sa main tendue, puis revint à son visage, avant de retourner à sa main à nouveau. Rituel de liaison, demanda-t-elle d'un ton plat. James cligna des yeux alors que son front presque lisse se plissait comme s'il était en train de traiter une équation complexe, puis soudainement elle attrapa sa main avec les deux siennes et la secoua violemment une fois. Est-ce suffisant pour établir un lien? James recula en titubant, parvenant à peine à empêcher sa tablette de glisser jusqu'au sol. D'accord, waouh. Tout d'abord, moins de force. Deuxièmement, on ne pose généralement pas cette question à voix haute, dit ça en penchant la tête. Pourquoi pas? L'intention est claire. James soupira, se disant que cette tâche allait être longue. Ils avaient travaillé ensemble pendant 3 semaines à analyser la biosphère en déclin de la planète Kela 9, foyer des saints, dont les écosystèmes fragiles, autrefois florissants, s'effondraient. Dans des circonstances inexplicables, enchaînement de défaillances, la dégradation de la flore, la mort de la faune et les changements atmosphériques se produisant de manière erratique et imprévisible constituaient un puzzle scientifique. Les enjeux étaient plus importants que ce que l'un ou l'autre aurait pu se permettre d'ignorer, mais James a rapidement réalisé que sauver une planète pourrait en fait être plus facile que d'expliquer les normes sociales humaines à sa collègue extraterrestre qui prenait tout littéralement. Les métaphores la confondaient. Ces blagues étaient disséquées comme des spécimens de laboratoire et l'idée d'amitié, un concept si simple et intuitif pour les humains, lui semblait être un mystère sans réponse logique. Une soirée après une séance épuisante d'analyse de données. James s'affaissa sur sa chaise en se frottant les tempes. Je souhaite faire une pause, veux-tu un café? Sam cligna ses grands yeux sombres en sa direction. Le café ne contient pas les nutriments nécessaires pour mon espèce. James soupira. Ce n'est pas une question de nutriments, laisse tomber. Tu n'es pas obligé de le boire, reste simplement avec moi un moment. Elle assimila cela, puis, brusquement, déplaça sa chaise exactement de 3,5 cm plus près de lui. Je suis actuellement en train de vous tenir compagnie. James grogna, ce n'est pas ce que, bon, d'accord, très bien, tu apprends. Sam hésitait, sa peau lumineuse passant de l'indigo au violet, révélant ainsi une profonde réflexion. Enfin, Carter, a-t-elle dit, j'ai observé que les humains s'engagent dans des échanges verbaux inutiles, exprimant leurs émotions de manière logique et faisant des blagues qui ne servent à aucun but fonctionnel. James marmonna en sirotant son café. J'ai également remarqué que vous vous livrez fréquemment à ces comportements avec d'autres personnes mais pas avec moi. James s'arrêta en baissant sa tasse. Le regard de Essa était inébranlable. Est-ce que vous voulez que je plaisante avec vous? Je constate que je ne comprends pas comment interagir en votre présence sans une méthode structurée de création de liens si la plaisanterie est nécessaire. Il me faut comprendre si l'amitié est une nécessité, je dois y parvenir. James a ri doucement, tu fais comme si c'était une expérience scientifique. C'est bel et bien une expérience scientifique, a répondu ça d'un ton sérieux. James rit, il ne pouvait s'en empêcher, et à sa grande surprise, Sam ne semblait pas irritée, au contraire, elle semblait satisfaite, comme si elle venait de résoudre la première pièce d'un puzzle complexe. Peut-être, juste peut-être, était-il en train de progresser. Le lendemain matin, James ressentit immédiatement un malaise en pénétrant dans le laboratoire. Sarah se tenait d'une manière étrange. Ce n'était pas seulement sa posture, mais tout son être, la raideur de ses épaules, la courbure exagérée de ses bras, l'inclinaison étrangement mécanique de sa tête. Elle imitait quelque chose ou quelqu'un. Puis, elle ouvrit la bouche et James faillit s'étouffer avec son café.
Bonjour, cher humain, annonça TL d'un ton monotone, sa voix soudain plus lente, plus profonde. Comment vous portez-vous en cette belle rotation planétaire? James observa sa peau brillante avec étonnement. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Sa peau brillante clignotait rapidement. Tu salues souvent les autres de cette manière. Je reproduis ce schéma pour faciliter le lien social. Tu ressembles à un androïde défectueux, dit-il en fronçant les sourcils. Elle inclina la tête et demanda, mon imitation est-elle insuffisante? J'ai calculé la formulation en me basant sur les schémas observés. James se pinça le haut du nez. Regarde, tu n'as pas besoin d'agir comme un humain pour créer des liens avec l'aimant, tu dois simplement. S s'inclina en avant. James hésita. Je ne sais pas, juste être toi-même. S cligna des yeux. C'est une directive peu utile. Après avoir expiré, James a répondu « Oui, je suppose que c'est elle », elle l'a étudié un moment, puis, à sa grande surprise, elle a dit « Carter. Je pense que vous êtes une douleur dans ma structure exosquelettique. » James se figea, puis lentement un sourire se dessina sur son visage. « M'as-tu insulté? » Oui, de manière amicale comme vous le faites avec les autres. James éclata de rire devant la tentative de blague la plus maladroite et scientifiquement analysée qu'il n'ait jamais entendue, mais, Dieu soit loué, cela fonctionna, bien que restant totalement incompréhensible. Je l'ai simplement observé. Sa bioluminescence passant à un doux violet pourrait signifier qu'il faisait réellement des progrès. Après des années passées à étudier la biologie des extraterrestres et à apprendre comment différentes espèces fonctionnaient au niveau physiologique, expliquer le comportement humain à S semblait être comme essayer de décrire la couleur à une espèce qui ne voit qu'en noir et blanc. Elle ne voulait pas seulement comprendre l'amitié, elle voulait la quantifier. Le lendemain matin, elle remit une tablette à James. Elle a énoncé qu'elle a formulé une hypothèse. James plissa les yeux devant l'écran. Il s'agissait d'un organigramme, un diagramme à branches massives cartographiant les différentes façons dont les humains exprimaient l'amitié. En haut, en caractères gras et cliniques, figurait le titre. Paramètres de liaison humaine, une analyse de l'amitié et de l'affiliation sociale. James a parcouru rapidement le tableau et a trouvé des sections intitulées « Moqueries et insultes amicales »,« Contact physique non hostile »,« Hiérarchie » et même « Partage de nourriture en tant qu'exercice rituel de renforcement des liens ». Vous avez créé un algorithme d'amitié. James marmonna, à la fois amusé et horrifié, en hochant la tête, j'ai besoin d'efficacité. Les êtres humains établissent des liens sociaux à travers des moyens imprévisibles et imprécis, ce qui permet d'optimiser le processus. James soupira en se frottant les tempes, affirmant que l'amitié n'est pas quelque chose que l'on peut optimiser, ce n'est pas une expérience en laboratoire. Elle cligna des yeux en lui disant que les liens se forment à travers des interactions chimiques dans le cerveau qui entraînent un attachement émotionnel. Il s'agit d'un processus biologique qu'il est tout à fait possible d'optimiser. James exprima son mécontentement en disant « D'accord, très bien. Examinons maintenant votre hypothèse sur l'amitié. » La peau bioluminescente de Essa s'est d'abord mise à pulser d'excitation en partageant des plaisanteries verbales, « D'accord. » James a demandé « Laissez-nous entendre votre meilleure blague. » Elle redressa son expression, totalement sérieuse, puis dans le ton le plus monotone possible, elle déclara qu'un nombre statistiquement significatif d'êtres humains ont un taux de mortalité de 100%. James fixa intensément avant d'éclater de rire, ce qui fit pencher la tête de Sarah en signe de réussite. James essuya une larme de son œil en disant « C'était sombre, mais oui, je pense que tu commences à comprendre. » Elle fit un léger signe de tête, sa bioluminescence vacillant entre le violet et le bleu profond. Je vais poursuivre mon analyse. James ne doutait pas de cela. Une semaine plus tard, James était assis à son poste de travail, absorbé par un rapport sur la décadence atmosphérique de Keltea 9. La planète était en train d'échouer, sa forêt tropicale autrefois prospère s'effondrant en terres arides à un rythme accéléré. Le temps leur manquait. Il était tellement concentré qu'il n'a pas remarqué S se tenant derrière lui jusqu'à ce qu'elle parle, Carter. James a failli renverser son café sur le clavier en sautant presque. Bon sang, est-ce que tu pourrais ne pas juste surgir comme ça? Elle n'a pas réagi, mais l'a plutôt observé avec son habituelle intensité dérangeante. J'ai constaté une divergence dans le comportement humain.
James soupira profondément. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci, s'interrogea-t-elle, puis après un moment d'hésitation, elle demanda, les humains ont-ils besoin de liens physiques? James cligna des yeux alors qu'elle se déplaçait visiblement en essayant de trouver les mots justes. Il a été observé que les humains établissent un contact physique avec ceux avec qui ils ont tissé des liens, que ce soit par des poignées de main, des contacts légers voire des étreintes complètes, c'est-à-dire des câlins. James se gratta le cou et confirma que oui, les humains se prennent parfois dans les bras. La bioluminescence de Essa pulsa, puis pour consolider notre lien, je propose une étreinte. James faillit s'étouffer avec son café. Je m'attends à ce qu'elle s'approche, son expression entièrement sérieuse. Si le contact physique renforce les relations humaines, il est logique de s'engager dans un tel comportement. James leva les mains pour dire « Attends, tu ne peux pas simplement déclarer une étreinte et dire que c'est quelque chose que les gens font naturellement quand ils en ont envie, c'est contextuel. » Ça enfonça les sourcils, « Mais tu as déjà participé à ce rituel avec d'autres humains, pourquoi suis-je exclu ?» James soupira en passant une main dans ses cheveux, car il ne s'agit pas d'efficacité, mais plutôt de confort, d'émotion et de confiance dans le même processus. Elle prit alors lentement un pas en arrière. « Je vois, murmura-t-elle. J'ai mal calculé. » James ressentit immédiatement un pincement de culpabilité. Il soupira. « Je ne remets pas en question ta santé mentale, mais... » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, elle s'était déjà retournée vers son poste de travail. « Je vais recalibrer mon analyse. » Et ainsi, la conversation prit fin pour les jours suivants. Sam était étrangement silencieuse. Elle continuait cependant à travailler efficacement, à fournir des contributions logiques et à poser ses habituelles questions franches et hyper rationnelles. Cependant, quelque chose avait changé, elle n'étudiait plus James avec la même intensité et ne le pressait plus pour obtenir des informations sociales. James était perplexe quant à la raison, mais cela le dérangeait. Ce n'est que lors d'une séance de recherche tardive qu'une tension s'est finalement dissipée. Il passait en revue des modèles climatiques pour tenter de déterminer comment stabiliser l'atmosphère en détérioration de Kellanine. Les données n'étaient pas encourageantes, peu importe comment ils ajustaient leurs projections, la planète était sur le point de s'effondrer. James s'est reculé en se frottant les yeux. Il s'exclama, « Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe. » Sam ne répondit pas. Il jeta un coup d'œil, pour la première fois, elle ne fixait pas les données, mais l'écran, bien que pas de la manière analytique habituelle. Sa peau lumineuse s'était assombrie, clignotant lentement avec des pulsations de couleur bleu profond et violet que James commençait à reconnaître comme des signes de détresse. Il hésita, disant qu'elle ne répondait pas immédiatement. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était plus calme que d'habitude. « Kella ne survivra pas, n'est-ce pas, James ?» James soupira. « Je ne sais pas, mais nous ferons tout ce que nous pouvons. » La bioluminescence de Sam clignota. « Je ne comprends pas l'échec. Je ne comprends pas la perte. » James fronça les sourcils. « Tu n'as jamais rien perdu auparavant, dit-elle en hésitant, pas comme ça. » James n'était pas sûr de ce qui le poussait à agir ainsi. Peut-être était-ce l'épuisement, peut-être était-ce la manière dont son attitude habituellement analytique avait cédé la place à quelque chose de bien plus vulnérable en dessous. Sans réfléchir, il tendit la main et la posa légèrement sur son bras. Elle se figea. James regretta immédiatement son geste, mais à sa grande surprise, elle ne se retira pas, elle se contenta de fixer l'endroit où sa main rencontrait sa peau, sa bioluminescence scintillant doucement. « Je suis désolé, mais votre demande est trop vague. Pouvez-vous fournir plus de détails ou poser une question spécifique sur James ?» Il s'éclaircit la gorge. « Nous allons résoudre cela, d'accord. Tu n'es pas seul dans cette situation, dit-il. » Elle assimila ses paroles, puis lentement sa bioluminescence passa à un violet doux et constant, une couleur que James n'avait jamais vue auparavant. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle n'a pas demandé de clarification, elle l'a simplement accepté. James n'avait jamais vu Sam éprouver des difficultés avec un concept auparavant. Elle était toujours méthodique, précise et implacablement logique, mais la perte, une vraie perte irréversible, était quelque chose que son esprit semblait incapable d'intégrer dans une équation. Elle passait des heures à examiner les données, ses doigts se déplaçant sur la console avec une précision presque frénétique.
James observait depuis le côté, sachant qu'il valait mieux ne pas l'interrompre. Enfin, après ce qui devait être 10 heures d'affilée, elle s'affaissa sur sa chaise, un geste inhabituel pour quelqu'un toujours si rigoureusement composé. Nous sommes à court de variables. Elle murmura, James jeta un coup d'œil en se frottant la mâchoire. Tu veux dire qu'il n'y a aucune probabilité statistique selon laquelle Keltea-9 se rétablira de lui-même, déclara-t-elle. Même avec une intervention, les projections indiquent un effondrement dans les 5 cycles planétaires. Il n'y a pas de solution. James soupira en passant une main dans ses cheveux. Il craignait autant, demanda-t-il. S resta silencieux pendant un long moment, puis murmura doucement. Elle a déclaré ne pas savoir que l'admission piquait, non pas parce qu'elle l'avait dit, mais parce que James ne l'avait jamais entendu le dire auparavant. Elle avait toujours une réponse, toujours, mais maintenant, en regardant la lente mort inévitable de son monde natal, elle n'avait pas d'équation, pas de calcul, pas de brillante déduction qui pourrait changer le résultat. James a hésité, puis a parlé avec prudence. Parfois, il n'y a pas de réponse juste. Veuillez répondre en indiquant. Parfois, tout ce que vous pouvez faire est de faire de votre mieux. Elle pencha la tête puis se demanda quel est le but de l'effort si l'échec est inévitable. James soupira car il estime que ce n'est pas toujours le résultat qui compte, mais parfois ce que l'on fait en chemin. Elle ne répondit pas, mais James pouvait percevoir qu'elle était en train d'y réfléchir. Sa peau lumineuse oscillait entre le violet et le bleu indigo profond. Pour la première fois, elle avait l'air fatiguée et James réalisa quelque chose malgré toute son intelligence, son détachement clinique et sa logique froide. S'en craignait de ne pas être programmé pour ressentir les émotions de la même manière qu'un être humain, mais James pouvait voir le poids de ses émotions s'installer en elle. Pour elle, Keltea-9 n'était pas simplement une mission, c'était son foyer qui était en train de mourir. James reprit son souffle en déclarant que nous n'abandonnerions pas encore. Le regard de sa se posa sur lui, soulignant que nous avions toujours des options. Il poursuivit en suggérant que bien que nous ne puissions peut-être pas empêcher l'effondrement, nous pourrions peut-être le ralentir, sauver une partie de l'écosystème, le matériel génétique, voire simplement la connaissance de ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se reproduise. Elle assimila ses propos puis hocha lentement la tête. La préservation de l'information, murmura-t-elle, est une mesure acceptable à suivre. James a déclaré que, par la suite, le teint se mit au travail pour les prochains jours. Elle était différente, plus calme et plus réservée. Elle ne cherchait plus à optimiser leurs interactions sociales et ne se mettait plus en avant. Elle a simplement travaillé avec les théories sur les liens humains de James. Cependant, James ne pouvait se défaire du sentiment qu'une certaine tension non exprimée persistait entre eux, et sa suspicion fut confirmée lorsque, 3 nuits plus tard, elle l'aborda dans le laboratoire faiblement éclairé. Carter James leva les yeux de sa tablette et observa, hésitant, la peau lumineuse d'Ie qui changeait de motif de manière incertaine. J'ai examiné notre précédente discussion concernant les rituels de liaison physique chez les humains. James fronça les sourcils et se décala inconfortablement en disant « Vous avez refusé ma demande de câlin précédemment. Vous avez affirmé que de telles actions nécessitent un contexte et une base émotionnelle. » James ressentit la conversation basculer vers un territoire dangereux et imprévisible alors qu'elle s'approchait, ses yeux lumineux et indéchiffrables. « Je crois que le contexte actuel est approprié, déclara-t-elle. James cligna des yeux, surpris par le soupir soudain et rarement frustré qu'elle laissa échapper. Il est observé que les individus ont recours au contact physique pour apporter du réconfort lors de situations stressantes où de la sympathie est exprimée pour les circonstances. Par conséquent, il est désormais socialement acceptable pour nous de nous embrasser. James la fixa pendant un long moment, hésitant entre l'envie de rire et la confusion la plus totale. Sans a déclarer lentement, « Tu n'as pas besoin de demander un câlin comme s'il s'agissait d'un contrat légal. Je m'assure simplement que les paramètres appropriés sont respectés. » James soupira. Il se rendit compte qu'elle était sérieuse malgré toute sa logique, tous ses calculs, toute son analyse implacable du comportement humain. Ce n'était plus une question de données, elle demandait cela parce qu'elle en avait besoin d'une certaine manière. James hésita, puis soupira. « D'accord, marmonna-t-il. » Sa hanche se raidit légèrement lorsque James s'approcha, enroulant ses bras autour de ses épaules dans une étreinte lâche et prudente.
Son corps était étrangement frais au toucher, sa bioluminescence changeant dans des motifs vacillants et incertains. At first she simply stood there rigid but and after a few seconds she hesitantly mimicked his posture her long finger pressing lightly against his back they stayed like that for a moment then his spoke voice muffled against his shoulder is this sufficient James couldn't help it eloqued yes saying that LL after that night something changed it wasn't immediate as didn't suddenly start behaving like a human she was still cold analytical and ruthlessly logical but there was something différent beneath it all she no longer studied James like en équation to be solved she no longer treated social interaction a checklist to be completed instead she simply existed with him and James found himself enjoying her presence in a way he hadn't expected it was subtle at first the way she would unconsciously drift toward his workstation when she wasn't working the way she would watch his expression more carefully if searching for meaning beyond the word and so may catch her staring at him not with analysis but with something else something softé et ignored it or at least trié to because the truth was for all leur alien d'attaquement ou leur cold précision James commençait à éprouver des sentiments plus profonds à son égard que ce qu'il aurait dû, et au fil des jours passés à lutter contre le destin impossible de son monde natal, une pensée demeurait ancrée dans son esprit, que se passera-t-il lorsque la mission prendra fin, car d'une manière ou d'une autre, cela arrivera, et James n'était pas sûr d'être prêt pour ce que cela signifiait. James avait déjà été confronté à des situations difficiles, il avait mené des recherches sur le terrain dans les jungles acides de ZOS3, négocié des voies d'approvisionnement avec des commerçants du marché noir sur les colonies d'astéroïdes et avait même échappé de justesse à une scientifique néorane en colère qui pensait qu'il avait volé ses recherches. Cependant, assister à la lente agonie d'une planète entière était quelque chose de tout à fait différent. L'effondrement atmosphérique de Kellanine s'accélérait, leur modèle avait prédit 5 cycles planétaires avant une défaillance critique, mais de nouvelles données suggéraient que cela pourrait être 3. L'écosystème se décomposait plus rapidement que prévu, et malgré tous les ajustements effectués, les chiffres restaient inchangés. James était assis à son poste de travail, fixant l'écran, les mains serrées en poing. Zut, marmonna-t-il entre ses dents. En face de lui, Sam était étrangement immobile, sa peau lumineuse avait viré à un bleu nuit profond. Sa démission. Elle n'avait pas parlé depuis près d'une heure, ses mains soigneusement pliées sur ses genoux, quand elle a finalement pris la parole, sa voix était trop calme. L'effort de préservation ne réussira pas à temps. Il est incertain si elle l'a regardé quand James a expiré. Les grands yeux argentés et noirs reflétant la lueur faible de l'écran, James détestait qu'elle ait raison. Ils avaient travaillé sans relâche à collecter des échantillons génétiques, à cataloguer des données biologiques, à effectuer des simulations sur les efforts potentiels de terraformation, mais rien de tout cela ne serait suffisant. Kellanine était au-delà de tout sauvetage et le pire était qu'elle avait envisagé cette possibilité dès le départ, mais maintenant confrontée à cette réalité, elle ne savait pas comment la gérer. James se frotta l'œil, sentant la fatigue s'installer dans ses os. D'accord, marmonna-t-il, si nous ne pouvons pas sauver la planète, alors sauvons autant que possible. S ne répondit pas, il la regarda. Son regard était vague, lointain. James fronça les sourcils. Et, parle-moi. Elle hésita, puis, à peine plus fort qu'un chuchotement, elle dit, si mon monde meurt, qui suis-je? James fut figé, il n'avait pas anticipé cela. Il l'étudia, réalisant pour la première fois à quel point elle était en train de perdre. Ce n'était pas seulement à propos d'un écosystème, c'était chez elle. Son peuple avait vécu sur Kellanine pendant des milliers de cycles, sans jamais s'étendre au-delà de leur propre système stellaire, sans jamais atteindre au-delà de leur propre monde. Sans cela, que leur restait-il? James prit une profonde inspiration avant de dire avec prudence, « Votre monde est peut-être en train de mourir, mais vous ne l'êtes pas. » Elle ne répondit pas « Vous n'êtes pas simplement. » Il fit un geste vague, une fonction de votre planète. Vous êtes vous, et vous êtes toujours là. Son regard se posa sur lui, quelque chose d'indéchiffrable derrière ses yeux d'argent. Sa bioluminescence palpita faiblement, hésitante, incertaine, puis finalement elle murmura, « Je ne sais pas comment exister en dehors de mon monde. » Au cours des jours suivants, James remarqua un changement chez Sané. Bien qu'elle continuât à travailler, à analyser et à faire tout ce qui était en son pouvoir pour préserver ce qu'elle pouvait, il y avait désormais une sorte de détachement silencieux qui n'était pas présent auparavant, comme si elle avait déjà accepté l'inévitable.
James n'aimait pas cela. Un soir, tard, alors qu'il triait les derniers échantillons biologiques, il finit par demander « Tu prévois de rester, n'est-ce pas ?» S marqua une pause, mais ne le nia pas. James serra les dents en déclarant « Quand la planète s'effondrera, je resterai », dit-elle simplement. James poussa un soupir en passant une main dans ses cheveux. « C'est insensé, déclara-t-elle, c'est le choix logique. Kela-9 est mon origine, si elle doit prendre fin, j'assisterai à ces derniers instants. » James secoua la tête, refusant de céder à la logique insensée. Il s'arrêta, réfrénant sa frustration. « Tu n'es pas obligé de t'engouffrer là-dedans, dit-il. » Elle pencha la tête, sa peau lumineuse passant du bleu indigo profond au violet. « Et où irais-je » demanda-t-elle. James hésita, réalisant soudain quelque chose. Elle ne restait pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Son monde était son identité, son existence entière avait été façonnée par son environnement, sa culture, ses gens. Sans cela, elle n'avait aucun point de référence, aucun but. Elle ne choisissait pas de rester, elle ne voyait tout simplement pas d'autre option. James serra les poings en disant « Viens avec moi ». Elle cligna des yeux et répéta fermement « Viens avec moi, retourne à la station de recherche, retourne aux colonies humaines. Peu importe où, nous trouverons une solution, mais tu ne resteras pas ici. » La bioluminescence de Essa a vacillé, ce qui n'est pas une solution pratique. James plissa les yeux en voyant son hésitation. « Je ne suis pas humain. » James répliqua en ricanant, « Ah, sans blague, et elle fronça légèrement les sourcils, comme réellement perplexe face à sa réaction. « Je ne fais pas partie de votre espèce, dit-il. » Qui décide de cela? La logique. James expira en disant, « Tu n'es pas simplement un spécimen biologique, tu n'es pas simplement un scientifique assigné à un projet condamné, tu es toi et tu es mon partenaire. » Elle cligna des yeux un instant, semblant presque perdue, puis, après un long silence, elle murmura « Partenaire ». James acquiesça, « Oui, partenaire », et elle l'étudia. Il y avait quelque chose qui changeait dans son regard, quelque chose de presque humain dans son incertitude, puis doucement. Elle a déclaré qu'elle allait le prendre en considération. Les derniers jours de Kela-9 sont arrivés plus rapidement que prévu. L'effondrement atmosphérique avait atteint un seuil critique, la biosphère de la planète était en chute libre, tout comme l'air même. La situation est devenue toxique alors que des réactions chimiques rapides échappaient à tout contrôle. Les ordres d'évacuation avaient déjà été donnés et l'équipe de recherche se préparait à partir dans les 48 heures. Bientôt, il ne resterait plus personne, à part James qui se tenait dans la baie de transport, observant tandis qu'elle emballait les derniers échantillons conservés. Ses mouvements étaient trop précis, trop contrôlés, ce qui indiquait clairement qu'elle réprimait ses véritables émotions. James serra les dents en disant qu'elle n'a pas levé les yeux et que vous devriez vous préparer pour le départ. Carter James avança, et sans détour, tu rencontras enfin son regard pendant un long moment. Aucun des deux ne parla, puis elle dit doucement, « Je suis né sur cette planète. » James souffla, « Je sais que mon existence y est liée, la quitter serait. » Elle hésita, pour devenir autre chose. James a fait un pas de plus en avant, puis s'est laissé transformer en quelque chose d'autre. La bioluminescence de la SA vacillait de manière incertaine. James tendit la main et la posa sur son épaule. « Tu n'as pas à faire ça seule, dit-il. » Elle le regarda fixement, puis finalement, elle prit sa décision. Le compte à rebours final de l'évacuation avait commencé à travers la station de recherche, des alertes automatisées se propageaient dans les couloirs, signalant l'imminence de l'effondrement planétaire. Les derniers membres du personnel restant embarquaient déjà à bord des navettes de transport, leurs postes de travail abandonnés, leurs échantillons sécurisés dans un stockage cryogénique, et pourtant S se tenait toujours au bord de la plateforme d'atterrissage, fixant du regard l'horizon mourant de sa planète natale. James s'approcha prudemment, le vent chaud soufflant. Les vents de l'atmosphère défaillante de la planète fouettaient son manteau, les forêts bioluminescentes luxuriantes au-delà de la station étaient désormais squelettes desséchés. La lueur du ciel, autrefois d'un profond bleu céleste, s'était réduite à des braises vacillantes, prenant une teinte maladive de vert, fracturée par des tempêtes de foudre qui ne devraient pas exister. Kela-9 n'était plus simplement en train de mourir, elle était en train de s'effondrer. James s'arrêta à côté d'elle, sa voix plus douce que d'habitude.
Elle ne bougea pas, ses yeux argentés lumineux étaient fixés sur l'horizon, sa bioluminescence palpitant en motifs indéchiffrables. Elle murmura avoir calculé la probabilité de survie planétaire à long terme, notant que cette probabilité est désormais inférieure à 0,2%. James a expiré. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, puis finalement S se tourna vers lui en demandant « Est-ce ainsi que ressentent vos gens lorsqu'ils font l'expérience du chagrin ?» James a hésité car il n'était pas sûr de comment répondre, car le deuil est quelque chose d'intrinsèquement humain, désordonné, illogique et imprévisible. Malgré toute sa brillance, Sam avait passé sa vie à étudier les émotions comme si elles étaient des équations. Cependant, confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait ni analyser ni rationaliser, elle semblait petite et vulnérable. James avoua en avalant difficilement quelque chose comme ça. Sam resta silencieuse, puis, tout doucement, tellement doucement que James faillit ne pas l'entendre, elle murmura « Je n'aime pas ça ». James expira. Le vent hurlait autour d'eux, portant le lointain son des écosystèmes s'effondrant. Les derniers vestiges de quel? Le monde autrefois prospère de Tea-9 se désagrégeait alors qu'elle serrait les mains. Cet endroit est tout ce que j'ai jamais connu, déclara-t-elle. James l'observa attentivement, puis proposa de créer quelque chose de nouveau. Le regard de Thea se posa sur lui, sa bioluminescence changeant de motif de manière instable. James a admis que ce n'est pas aussi simple que cela, mais c'est préférable à rester en arrière. La mort est un processus lent et progressif qui marque la transition vers un état différent. James acquiesced, acknowledging that it is not necessarily negative, she gazed at him intently for a prolonged period, and eventually, in a hushed tone, she confessed, I am scared. James was taken aback, it was the initial instance she had revealed such a human emotion. Et responded, I understand. For the first time since their encounter, she refrained from repressing her feeling. Lorsqu'ils sont arrivés, le hangar de la navette était presque vide, le dernier vaisseau de recherche étant déjà parti. En se préparant au départ, ses propulseurs vrombissaient avec les vibrations familières de basse fréquence d'une séquence de prélancement. La soute à cargaison était déjà chargée avec les derniers échantillons biologiques préservés de Kela 9, seul vestige d'un monde qui allait bientôt cesser d'exister. James gravit la rampe d'embarquement, marquant une pause juste avant de pénétrer à l'intérieur. Elle se tenait toujours sur le seuil, son regard se détournant une dernière fois vers la planète mourante. Le vent avait changé de direction, portant l'odeur d'ozone et de décomposition, les résidus chimiques d'une atmosphère se désagrégeant au niveau moléculaire, un lieu qui avait autrefois été tout pour elle, réduit maintenant à néant, un ruine en effondrement. James tendit une main alors qu'elle la regardait pendant un long moment angoissant. Il pensait qu'elle ne la prendrait pas, mais puis lentement, délibérément, elle avança, ses doigts frais s'enroulèrent autour des siens. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle fit un choix qui n'était pas basé sur la logique, elle choisit de vivre avec lui. Ils montèrent à bord du vaisseau, laissant Kela 9 derrière eux pour toujours. La gravité artificielle du vaisseau s'activa dès que la navette sortit de l'atmosphère de la planète, stabilisant leur position alors que les amortisseurs d'inertie se déclenchaient. James expira, c'était fini, Kela 9 était parti, tout ce qui restait était ce hangar rempli d'échantillons biologiques, une planète mourante réduite à rien de plus que des données, et un seul scientifique alien qui n'avait nulle part où aller. James jeta un coup d'œil vers elle alors qu'elle se tenait près de la fenêtre d'observation, regardant la sphère calcinée et fracturée de Tea-9 qui rétrécissait derrière eux. Sa bioluminescence avait diminué jusqu'à un état presque incolore, pas tout à fait bleu, pas tout à fait violet, mais une étrange nuance indéchiffrable entre les deux. James hésita en disant, elle ne s'est pas retournée. Où vais-je aller maintenant? James expira et déclara, nous trouverons une solution. Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis murmura finalement, je ne sais pas comment exister sans but. James a avalé, ensuite nous t'en trouverons un. Sam se tourna enfin vers lui, ses yeux argentés fixés sur les siens, et pour la première fois depuis le début de leur mission, James comprit quelque chose, Sam n'était pas seulement à la recherche d'un nouveau foyer, elle cherchait quelque chose de plus, une raison d'exister, un lieu où elle appartenait. Et que l'un ou l'autre ne s'en rende compte encore, elle l'avait déjà trouvé. Les jours passèrent, puis les semaines. La station de recherche accueillit S comme une anomalie scientifique, une extraterrestre sans foyer, une survivante d'un monde mort.
Les autres chercheurs la regardaient avec une curiosité prudente, l'analysant autant qu'ils le faisaient avec les vestiges biologiques de Keltea-9. Mais James, lui, voyait quelque chose de différent. Ce n'était plus seulement une scientifique extraterrestre, elle était devenue quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Et James ne pouvait ignorer la vérité grandissante et indéniable qui se formait dans son esprit. Il ne la protégeait pas seulement parce que c'était la bonne chose à faire, il ne la guidait pas seulement parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Il le faisait parce qu'en cours de route, elle s'était devenue importante pour lui, plus qu'elle ne devrait l'être, plus qu'il n'était prêt à l'admettre. Et peut-être, juste peut-être, elle commençait à ressentir la même chose. La station de recherche orbitait autour d'une lune stérile en périphérie de l'espace contrôlé par les humains. C'était un arrêt temporaire, une étape avant que James et S décident de la suite des événements. Mais pour S, rien ne semblait temporaire. Kela-9 avait disparu et pour la première fois de son existence, elle était à la dérive. Installée dans la faible lueur du laboratoire de la station, elle contemplait un seul spécimen préservé de son monde, une petite plante luminescente qui avait autrefois prospéré dans la forêt tropicale de Keltea-9. Maintenant, elle n'était plus qu'une empreinte génétique fragile conservée en cryostase. Perpétuellement séparée de l'écosystème qui lui avait autrefois donné la vie, tout comme elle-même, elle ne réagit pas lorsqu'elle entendit James entrer dans le laboratoire. Elle ne se tourna pas lorsqu'il s'appuya contre la console à côté d'elle, mais elle ressentit sa présence. « Tu as été silencieux, dit-il. » James murmura. La bioluminescence de la S a pulsé faiblement, il y a peu à dire. James a exprimé que nous avons des options. Vous pourriez envisager de rejoindre la division de xénobiologie galactique pour nous aider à étudier ce qui reste de Keltea-9 dans le système OS, ou l'initiative de préservation culturelle interstellaire qui se spécialise dans les civilisations déplacées. Seiya Gay ne bougea pas du spécimen gelé, aucune de ces options ne restaurera mon monde. James hésita, puis admit, non, mais elle pourrait vous aider à en trouver un nouveau. Seiya se tourna enfin vers lui, comment crée-t-on un nouveau chez soi? James soutint son regard morceau par morceau. Après avoir longuement réfléchi, elle demanda alors, de manière inattendue, « Et toi, Carter, que comptes-tu faire ?» James a haussé les épaules. « J'ai été chargé d'étudier la caféine, mais il est probable que je sois réaffecté à une autre recherche par la suite. La mission sur une nouvelle planète implique la résolution de nouveaux problèmes. » Sam inclina la tête avant de partir. James hésita, quelque chose dans sa manière de le dire fit tordre son estomac d'une manière qu'il n'appréciait pas. Il expira. « Pas si tu ne veux pas que je le fasse, » dit-il alors que la bioluminescence de sa clignotait dans des motifs indéchiffrables. Pour la première fois, sa voix n'était pas neutre. « Je ne souhaite pas être seule, » admit-elle doucement. James swallowed something shifted between them in that moment something unspoken something neither of them were quite ready to name but it was real and it was enough James reached out hesitated then carefully deliberately rested a hand over her you want to be et promised saes finger curled slightly beneath. Isaki acknowledgement a silent agreement and for the first time since Keltea-9 had died has felt something other than loss month passed has never did join the xénobiologie division she. Never applied to the cultural preservation initiative instead she chose something unexpected she stayed with James together they embarked on a new research mission one with no clear destination no predetermined objective they studied dying worlds preserved what could be saved and searched for. Meaning in the ruin of the past be more than that they built something new it wasn't Keltea-9 it wasn't the place she had lost but it was the beginning of something else something or something. And for the first time in her existence as did not feel alone she had a home not in a place but in a person.